Bienvenue dans cette seconde partie de Tout est politique sur Right Watching for News si vous nous rejoignez. Notre invité cette semaine dans Tout est politique, François de Rugy, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée nationale et membre de la Commission nationale et des défenses armées. Justement, cette semaine, l'armée de terre dévoile sa réforme, une réforme tous les 20 ans. La France est-elle armée pour faire face à la menace terroriste ? La France, oui, est armée pour faire face à la menace terroriste sur le sol national. Ça, on le voit, on a des moyens qu'il faut toujours améliorer et perfectionner. On a parlé du renseignement, notamment. Pour les interventions à l'extérieur, la France est également armée. En revanche, je fais partie de ceux qui pensent et qui disent, depuis bientôt 3 ans, que nous devrions accélérer le reformatage des armées. Si nous voulons avoir une armée qui soit un outil de défense, qui soit plus en cohérence avec notre diplomatie, tout simplement. Notre diplomatie, donc, elle est... interventions. Depuis de nombreuses années, elle est beaucoup axée sur l'idée que nous participons, quand nous ne les initions pas, d'ailleurs nous-mêmes, des interventions internationales. Jean-Yves Le Drian a préservé son budget de la défense, si je puis dire. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu quand même, avec tout ce qui se passe, et dont parle Elisabeth à l'instant, des menaces, augmenter ce budget de la défense ? Je ne pense pas que, si on regarde le budget global, on aborde la question de la bonne façon. Vous savez que dans le budget de la défense, qui est quand même très important, près de 32 milliards d'euros, il y a d'ailleurs un coup de pouce qui a été donné de près d'1 milliard d'euros par an sur les 4 prochaines années. La baisse des effectifs va connaître une pause également. Donc le budget global est important. Après, c'est à l'intérieur des dépenses militaires, est-ce que nous avons les bonnes priorités ? Est-ce que les dépenses d'équipement, mais aussi les dépenses de personnes, l'affectation des moyens humains, se fait de la meilleure façon par rapport aux menaces au pluriel, parce qu'on ne peut pas non plus réduire la défense de la France à la question du terrorisme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la principale menace, elle est le terrorisme. Et par ailleurs, encore une fois, notre diplomatie, mais c'est le cas avec François Hollande, c'était déjà le cas avec d'ailleurs ses prédécesseurs, et consiste à intervenir dans un certain nombre de territoires. Or, nos forces de projection, nos capacités à nous projeter sur ces territoires est finalement assez limitée, c'est-à-dire qu'elle est limitée à environ 10 000 hommes. Selon vous, quelles sont alors les priorités ? Que vous dites qu'apparemment on ne gère pas ça selon les bonnes priorités. Je l'ai dit quand nous avons eu les débats sur la loi de programmation militaire. Nous sommes en train d'ailleurs de la réviser, de l'actualiser. C'est le livre blanc de la défense qui avait été fait pour préparer cette loi de programmation. Ne dessinez pas des choix très marqués. Il y a des évolutions, il faut le reconnaître, mais elles sont encore assez faibles. On est quand même encore un peu dans le mythe de la grande puissance mondiale qui voudrait... C'est terminé ? Notre dissuasion nucléaire est suffisante ? Notre dissuasion nucléaire est suffisante ? Je pense que la dissuasion nucléaire est utilisée, et elle coûte très cher. Elle coûte plus de 11% du budget de la défense tous les ans, plus de 3 milliards d'euros. La défense, la dissuasion nucléaire, elle est essentiellement vue justement pour dire nous parlons d'égal à égal avec les États-Unis, avec la Russie, avec les autres puissances nucléaires. Mais c'est plus le cas, c'est terminé ce mythe ? Objectivement, je crois que ça n'a jamais été le cas. C'est-à-dire que je pense que c'est le général de Gaulle qui a un petit peu construit ce mythe, mais même dans les années 60, la France ne parlait pas d'égal à égal avec les États-Unis et l'Union soviétique. Dans le domaine de la défense, une petite question. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet ? C'est très bien, mais est-ce que vous n'êtes pas inquiet qu'on ait vendu 24 Rafales au Qatar, qui est quand même un pays qui a une politique très douteuse avec ses liens avec quand même le Hamas et d'autres groupes terroristes ? Oui, enfin, je pense que c'est pas le problème principal avec le Qatar, c'est pas la vente de Rafales, car tout le monde sait très bien que le Qatar ne va pas utiliser ces Rafales, d'abord pour se retourner contre nous, parce qu'après tout, c'est toujours ce à quoi on doit penser. On ne sait jamais. Oui, mais c'est toujours ce à quoi on doit penser lorsque l'on vend des armes. Bien sûr. La vente d'armes, c'est par excellence quelque chose de très compliqué entre les principes généraux auxquels que l'on peut défendre dans une politique étrangère et la réelle politique. Et là, en plus, c'est la réelle politique économique, puisqu'on voit bien que c'est essentiellement évidemment, enfin, le Rafale connaît des acheteurs étrangers, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant. Et évidemment qu'on préférerait vendre des armes à des gens avec qui on partage les mêmes idées, les mêmes valeurs. Alors justement, là, vous dites que finalement, on n'est peut-être pas suffisamment armé. Enfin, on est armé pour faire face à la menace terroriste, mais cette menace terroriste, elle est là, et elle ne fait que commencer. On a l'impression. On a parlé lors de la première partie de l'émission. Le groupe État islamique gagne du terrain de plus en plus. États-Unis, Irak et Iran se rejettent mutuellement la faute. Selon vous, quelles sont les raisons de cet échec de la coalition internationale ? Si vous voulez, c'est un phénomène d'abord. Moi, je suis toujours étonné que l'on parle du phénomène djihadiste comme un phénomène récent. Je
sans même dire que la République islamique d'Iran, 1979, la prise du pouvoir de Khomeini, c'était déjà sur la base d'un projet où on mêle le religieux et le politique. Oui, mais entre-temps, il y a eu des attentats en France quand même. Donc oui, mais d'ailleurs, l'Iran ne reculait pas devant cette pratique. Et la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, les attentats qui ont lieu en France ne sont plus téléguidés, justement, directement par des États étrangers. Ce ne sont plus des groupes terroristes manipulés par des États étrangers, mais la Syrie l'a pratiqué aussi à une autre époque, etc. Mais la Libye aussi. C'est davantage des groupes qui sont mouvants, mais qui sont mouvants pas que au Moyen-Orient. Hein. Il y a eu l'Afghanistan, Al-Qaïda, c'était l'Afghanistan, c'était les talibans, et là aussi, ça fait longtemps. Il y a aujourd'hui, on l'a dit, au Mali, heureusement que la France est intervenue au Mali et a mis un coup d'arrêt, car sinon, il se crée au Mali un équivalent de l'État islamique. Il y a Boko Haram au Nigeria. Donc, c'est quelque chose qui, malheureusement, est assez tentaculaire et qui peut intervenir de façon, là aussi, absolument pas rationnelle, téléguidée, dans un jeu d'acteurs classique sur notre sol. Alors, sur la coalition. Est-ce que vous ne redoutez pas un embrasement général au Moyen-Orient quand on regarde ce qui est en train de se passer? Guerre sunnite-chiite par Arabie Saoudite et Iran interposés, et puis impuissance d'Obama, impuissance de l'Occident dans cette affaire. C'est un risque, l'embrasement, c'est un risque au Moyen-Orient, qui n'est pas nouveau d'ailleurs, mais qui là aussi, c'est quelque chose qui n'est plus de l'ordre des États. Plus uniquement de l'ordre des États, parce qu'on pourrait y compris se demander si Bachar el-Assad est encore à la tête d'un vrai État, quand on regarde la carte. Il n'y a plus que la moitié de la Syrie. Voilà, et encore. Donc on voit bien qu'il y a un risque qui est extrêmement difficile à cerner. Et je ne crois pas d'ailleurs que ce soit en se rejetant la responsabilité les uns sur les autres, mais c'est vrai que les États-Unis ont sous-estimé le risque de la montée en puissance de l'État islamique en Irak, enfin à cheval sur l'Irak et la Syrie. Et on sait bien pourquoi ils l'ont sous-estimé, et ça renvoyait à leur propres erreurs de 2003-2004. Alors, ils l'ont sous-estimé. Aujourd'hui, la coalition internationale, telle qu'elle se présente, comment vous l'analysez? Vous trouvez qu'elle fait du bon travail? Heureusement qu'il y a eu cette intervention, qui a même permis un coup d'arrêt, parce que sinon, on voyait bien qu'il y avait une progression de l'État islamique. Quel coup d'arrêt? Il faut les troupes au sol. Qui risquait d'avoir une prise de contrôle d'une très grande partie, voire de la totalité de l'Irak et de la Syrie. Après, on est en chemin. On est en route, oui. Le risque existe encore. Et en même temps, l'engagement au sol, c'est très facile de dire il faudrait un engagement au sol, d'être des stratèges à Paris ou à Washington. Moi, je ne crois pas. Moi, je pense que, en tout cas pas pour la France, ça je crois qu'il faut être très clair. En tout cas, la France d'ailleurs ne peut pas se le permettre, pour les raisons dont nous parlions avant. La France est déjà engagée au Mali, là elle est engagée au sol de façon lourde, elle est engagée aussi en République centrafricaine. La France ne peut pas s'engager partout. Mais par ailleurs, là où il y a une vraie question en effet, c'est les forces irakiennes. Est-ce qu'elles sont capables de faire face, oui ou non? Oui, mais à ce moment-là, on ne peut pas non plus... On fait rentrer les chiites pro-iraniens, c'est eux qui vont mener la danse. On ne peut pas se substituer aux forces locales. Les Kurdes, en revanche, sont sans doute plus organisés, plus fiables. Mais est-ce qu'on les aide suffisamment? Non. Là, ça, c'est une vraie question. Le rôle de la Turquie est ambigu, puisque la Turquie, à la fois, veut faire tomber le régime de Bachar el-Assad, veut lutter contre l'État islamique, mais enfin, a parfois eu un peu de faiblesse à son égard, et d'un autre côté, ne veut pas soutenir les Kurdes. Moi, je crois qu'il faut soutenir fortement les Kurdes. Et par ailleurs, la question, elle se posera aussi à terme, de savoir si les frontières de cette région, héritées des fameux accords Sykes-Picot, d'après la Deuxième Guerre mondiale, sont encore valables. Moi, j'ai dit au moment, que vous dites, alors, nous avions appelé, j'ai pas de recette miracle, mais nous avons appelé à une conférence internationale sur cette région qui, entre autres sujets, est la question des minorités, des droits des minorités, et c'est une question centrale, parce que la question des Kurdes, c'est à la fois en Irak, en Syrie, en Turquie, voire en Iran. Alors, dans ce contexte-là de poudrière, du coup, le Hezbollah a lui aussi appelé, par la voix de son chef Nasrallah, à l'union sacrée au Moyen-Orient pour empêcher le groupe État islamique de faire main basse sur l'ensemble de la région. Est-ce que finalement, le problème Israël-Palestine ne va pas passer en second plan, si le Hezbollah s'en mène? Il est déjà en partie passé au second plan, alors qu'il existe toujours, parce que, et malheureusement, on s'éloigne sans doute là aussi d'un règlement du conflit, mais ça montre en tout cas, la période que nous vivons montre que le conflit israélo-palestinien n'est pas à la source de tout, comme on nous l'a expliqué pendant plusieurs dizaines d'années. Et j'ai toujours pensé, personnellement, que c'était une erreur de considérer que si on réglait ça, on réglait tout le reste, et que si on ne réglait pas ça, ça justifiait tout le reste. Vous ne trouvez pas que c'est intéressant de constater aujourd'hui qu'avec ce qui se passe, la menace État islamique, c'est qu'Israël n'est plus du tout aujourd'hui l'ennemi numéro 1 du monde musulman sunnite. Ils sont dans le même camp face aux Iraniens, j'allais dire d'une part, mais en même temps face à l'État islamique.
On sait très bien qu'il y a toujours eu beaucoup de divisions à l'intérieur du monde arabo-musulman et que l'opposition à Israël servait un peu de plus petit dénominateur commun pour se regrouper. Mais là, les choses apparaissent au grand jour et il faut que les uns et les autres, on parlait du Qatar tout à l'heure, l'Arabie Saoudite, chacun prenne ses responsabilités. C'est pour ça que quand on disait nous une conférence internationale, c'était aussi pour ça, avec bien sûr d'autres intervenants extérieurs, l'ONU, l'Union européenne, les États-Unis, voire la Russie. Mais c'est pareil, la Russie, si elle veut jouer un rôle dans cette région, et elle veut manifestement le faire avec la Syrie notamment, eh bien la Russie doit régler... Il faut peut-être parler autrement à Poutine. Les questions. Oui, mais il faut aussi que la Russie soit claire dans son attitude sur l'Ukraine. On ne peut pas vouloir jouer un rôle de grande puissance à l'échelle mondiale pour peser sur le règlement d'un certain nombre de conflits et en même temps alimenter soi-même des conflits et surtout se lancer dans des sortes d'expansionnisme, voire des conquêtes territoriales qui sont absolument inacceptables. Et en même temps, il y a une roquette là, qui s'est abattue dans le sud d'Israël il y a 2 jours, donc ce qui signifie que la guerre de l'été dernier, on n'en sait rien, peut-être que ça va revenir ou pas. Mais ce qui prouve bien que rien n'est apaisé dans cette région. Qu'est-ce que vous en dites et est-ce que vous pensez qu'il faut justement continuer à relancer le processus de paix, à essayer de se mettre tous autour d'une table et de dialoguer? Qu'est-ce que vous dites? Il faut toujours essayer. D'ailleurs, moi, je me suis rendu en Israël, en Palestine 2 fois, en 2011 et en 2013. Et j'avais déjà acquis la conviction que ce serait sans doute très très compliqué, que le manque de volonté des 2 côtés d'ailleurs, chacun politique, jouant un peu la montre, à tort à mon avis, du côté palestinien, se disant que le soutien international peut compenser la faiblesse locale, et Israël se disant nous on a la force pour nous, globalement les États-Unis nous soutiennent, donc on peut continuer à ne rien faire. Et je suis très inquiet d'ailleurs de l'attitude, de ce qu'on peut penser être l'attitude du nouveau gouvernement israélien. Est-ce qu'on peut encore s'offrir 18 mois d'impuissance Obama, d'impuissance américaine? C'est ça la question aussi. Ah mais on ne peut pas s'offrir, mais ce n'est pas nous qui décidons de ce que va être la ligne américaine. Vous trouvez comment Obama? Moi, je trouve qu'Obama est un très grand président des États-Unis. Il a un bilan pour lui, et notamment en politique intérieure. C'est vrai que sur la politique extérieure, nous sommes un peu plus circonspects sur certains aspects. Et vous avez vu sur l'Iran, c'est compliqué. Obama cherche à tout prix à avoir un accord avec l'Iran pour apaiser les choses avec l'Iran et pour remettre l'Iran dans le jeu international, et notamment dans cette région. La France a une position plutôt plus dure à l'égard de l'Iran. Mais je comprends. On connaît peut-être mieux la nature du régime iranien. En tout cas, vous comprendrez que nous, écologistes, nous soyons extrêmement vigilants dès qu'on parle de nucléaire, et pas simplement de nucléaire militaire. Nous pensons que le nucléaire civil présente également de grands dangers. Donc le fait que l'Iran soit aussi obsédé par le fait d'acquérir la puissance nucléaire, au moins civile, voire militaire, nous sommes extrêmement fermes sur ce point. Mais en même temps, la réelle politique, là aussi, amène sans doute à se dire qu'il va falloir que l'Iran puisse jouer un rôle dans cette région. C'est une des puissances qui peut le faire. Vous étiez en train de parler de votre parti, les écologistes. Certains observateurs murmurent qu'une partie d'Europe Écologie Les Verts aurait décidé de créer une nouvelle formation politique, c'est vrai ? On n'est pas dans la redéfinition des frontières, mais c'est vrai qu'au niveau de l'écologie en France, il faut une clarification. Moi, je le dis depuis plusieurs mois. Vous allez changer de nom comme les Républicains, vous aussi ? Bon, on pourrait, oui, mais c'est pas le sujet. Non, mais si vous voulez, moi je disais clarification, refondation. On ne peut pas avoir une ligne politique trop floue. Je constate d'ailleurs que Cécile Duflot, qui avait beaucoup poussé vers ce que moi j'appelle une alliance rouge-vert avec Jean-Luc Mélenchon, semble faire un mouvement de recul et un peu fermer la porte à cela. Mais il va falloir que la clarification aille au bout, et sans doute qu'il y ait une refondation. Europe Écologie Les Verts, c'est quelque chose qui est arrivé un peu en bout de cycle. C'est pas qu'une question de nom. Donc c'est en bout de cycle. Vous dites qu'Europe Écologie Les Verts, c'est en bout de cycle. Ah oui, je l'ai déjà dit, je le redis. Voilà. Oui. Est-ce que finalement votre parti, comme la gauche ou la droite, n'est pas victime une fois de plus de ces divisions? Une Duflot très anti-Hollande, des gens dans votre parti comme Jean-Vincent Placé qui sont prêts à aller au pouvoir pour le pouvoir. Et puis en même temps, je me dis, est-ce qu'il ne manque pas quand même au milieu de tout ça un grand Daniel Cohn-Bendit, c'était une autre gueule. Il manque un leader. Il manque un leader, un Cohn-Bendit. Non. Oui, vous n'êtes pas nostalgique de Cohn-Bendit? Je pense qu'en tout cas, la nostalgie ne fait pas une politique. Danny Cohn-Bendit, il a dit qu'il avait pris sa retraite de la vie politique, et c'est tout à son honneur, parce qu'il a été très longtemps député européen. Nous, il a été deux fois tête de liste en France. Il a fait à chaque fois un très bon résultat. Alors, qui pour vous pourrait être le bon leader de votre formation politique? Je pense, pour répondre à vos 2 questions, que ce n'est pas tellement une question de division ou de leader. Oui, la question du leadership. On vote pour un leader, on vote pour un patron de parti.
quand on veut, par exemple, se présenter à l'élection présidentielle, je pense que ce n'est pas le bon choix pour Europe Écologie Les Verts, pour les écologistes. Non, la question, c'est surtout qu'est-ce que nous voulons proposer aux Français. Et là, je pense qu'en effet, ça ne concerne pas que les écologistes. Moi, je suis assez affligé de voir que notre débat politique est très souvent structuré autour de postures. Au lieu d'essayer de régler les problèmes des Français, de la France, je pense que la France a beaucoup d'atouts, beaucoup de force, mais il faut se réformer. Il ne faut pas simplement le dire, il faut le faire pour sortir de la stagnation dans laquelle on est. En qui vous croyez, vous, dans votre formation ? Qui croyez-vous ? Mais je pense par ailleurs, puisqu'on parlait y compris d'un effet de génération, que dans la génération nouvelle qui émerge, on parlait de Cécile Duflot, de Jean-Vincent Placé, on pourrait parler de Barbara Pompili, de moi-même, etc. Moi, je pense que ce n'est pas un problème de ressources. Nous avons les ressources pour le faire. Très bien. Merci beaucoup, François de Rugy. Je rappelle que vous êtes coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée nationale et membre de la Commission nationale et des défenses armées. Merci, messieurs. Merci. À la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Tout est politique. Belle semaine.